Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'affirmation de soi. Donc chaque jour on est confronté à des situations plus ou moins inconfortables et qui peuvent nous mettre mal à l'aise avec nos relations envers les autres. Certaines de ces situations-là, ils se déroulent dans le cadre de notre vie privée, professionnelle ou même académique. Voici une mise en situation que chacun de nous peut vivre dans notre quotidien. Donc tu fais un travail d'équipe à remettre dans quelques jours et ta coéquipière n'a pourtant pas encore touché au travail. Vous êtes censé former une équipe pourtant, mais tu te sens utilisé. Ta coéquipière ne répond plus à ses messages, puis tu as vraiment peur de ne pas terminer le travail à temps. Voici donc 4 comportements qui peuvent alors survenir face à des situations comme celle-ci. Le premier, ça serait l'inhibition. Donc ça, c'est simplement le fait de ne pas agir par peur d'empirer la situation inconfortable actuelle. On se met alors dans une position de soumission. Ensuite, c'est l'agressivité. Que ce soit une réponse passive ou expressive, ça nous place dans une position de domination et d'autorité par rapport aux autres. Les effets de l'agressivité sont vraiment négatifs sur nos relations interpersonnelles. Ensuite, la manipulation. Il s'agit alors d'exercer une emprise sur l'autre afin de contrôler ses actions et ses sentiments. Par exemple, de faire sentir mal sa coéquipière, essayer de jouer dans sa tête. Ça a aussi des effets très négatifs sur nos relations interpersonnelles. Le dernier comportement qu'on peut avoir, c'est l'affirmation de soi. Évidemment, ça, c'est le comportement le plus profitable, mais aussi le plus difficile à adopter dans une société qui gravite autour de l'adversité. Selon Spinoza, un philosophe qui s'est longuement penché sur le sujet, l'affirmation de soi se construit sur une base de respect et d'amour envers soi et envers les autres. Donc, l'affirmation de soi signifie de rendre ferme son individualité. Si on ne s'affirme pas soi-même, si on n'affirme pas ses désirs et ses joies, on ne pourra jamais s'affirmer devant les autres. Pour posséder une présence claire dans l'existence, il faut assumer nos sentiments et tenter d'éliminer nos passions négatives, comme la crainte, par exemple, qui résulte à l'agressivité, la manipulation ou l'inhibition. L'affirmation de soi permet d'exprimer clairement ses émotions, ses opinions et ses désirs, autant sur le plan interpersonnel que sur le plan personnel. Mais là, pourquoi est-ce que c'est difficile de s'affirmer? La difficulté à s'affirmer face aux autres, c'est un problème très répandu dans la société. Que ce soit au travail, à l'école ou avec ses amis, le fait de rien dire, de laisser les autres choisir à sa place, de vouloir trop faire plaisir, d'avoir peur de la réaction des autres si on donne son avis, ça peut créer de la frustration, puis ça peut devenir fatigant à long terme. C'est évident que la difficulté à s'affirmer, ça démontre dans un sens un certain manque de confiance en soi et une tendance à laisser les autres faire des choix à notre place, un peu par peur de faire des mauvaises décisions, de le regretter, de s'affirmer avec maladresse ou avec un peu trop d'agressivité et finir par blesser quelqu'un. Mais en réalité, ça, c'est juste le bout du iceberg. Le réel problème est beaucoup plus complexe. En gros, l'être humain a deux besoins fondamentaux qui se contredisent. D'un côté, il y a le besoin d'approbation et de l'autre, le besoin d'affirmation. Une bonne partie de notre vie, on vit une dualité entre notre besoin d'être approuvé par les autres et notre besoin de nous affirmer. Plus on a besoin de l'approbation des autres, plus c'est difficile de s'affirmer. Parce que s'affirmer, c'est oser demander, refuser. Ça demande de surmonter nos peurs, comme la peur de déranger, d'attirer l'attention, de mal s'exprimer et ensuite créer un conflit, de blesser quelqu'un ou même d'être rejeté. Généralement, quand on ne s'affirme pas ou qu'on s'affirme mal, c'est notre bien-être qui en souffre. On se sent mal à l'intérieur, on repasse la discussion dans notre tête, puis on se dit « Ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça ». On s'en veut et on en veut aussi aux autres. Donc, comment l'individu utilise l'affirmation de soi en situation de conflit? Comme on l'a mentionné plus tôt, l'être humain fait face à des conflits tout au long de sa vie et développe des solutions qui lui permettront de s'adapter à son environnement physique et social. Cette adaptation peut s'effectuer à plusieurs niveaux, dont par exemple biologique, social ou psychologique. Aujourd'hui, on va parler davantage de l'adaptation psychologique, étant donné qu'on veut parler des stratégies identitaires que l'être humain se crée au fil des années. Devant un conflit, la réponse au stress d'une personne, c'est souvent le résultat d'un déséquilibre entre les exigences de la situation conflictuelle et la capacité de l'individu à y faire face. Pour s'adapter, l'individu peut mettre en place différentes stratégies de personnalisation. Tout d'abord, il va commencer par évaluer le degré de stress qu'il perçoit vis-à-vis de la situation en se demandant à quel point il est impliqué dans la situation et que peut-il faire pour régler le conflit. C'est cette évaluation qui va lui permettre alors de choisir sa stratégie de personnalisation. Concernant cette stratégie, il faut noter qu'il n'y a pas seulement, il ne peut pas avoir de personnalisation si l'individu ne fait aucun effort pour dépasser le conflit, parce que c'est cette volonté à passer par-dessus l'épreuve qui motive les décisions de l'individu. Face à une nouvelle situation, la personne devra laisser tomber ses habitudes et trouver de nouvelles réponses à mettre en place,
puisque ces habitudes ne seront pas adéquates au conflit. On cherche donc à développer de nouvelles réponses à un nouveau conflit. Parmi les stratégies de personnalisation que peut utiliser une personne en situation de conflit ou de stress, on peut y retrouver ce qu'on appelle des stratégies identitaires. Ces stratégies agissent sur la définition de soi en fonction de si la personne veut maintenir ou augmenter la valorisation de soi dans le but de se sentir en contrôle. Il s'agit ici d'une continuité dans le temps où la personne reste soi-même à travers ses expériences passées, mais évolue tout de même et change afin de défendre son identité propre en s'ancrant dans le temps et dans l'espace. Ce processus permet à l'individu de se rassurer constamment face au changement et facilite le passage vers le futur ou encore, dans notre cas, le passage au-delà du conflit. La personne se dit « je suis passée par-dessus et je suis toujours moi-même, mais j'ai appris et j'ai grandi ». L'ancrage et l'affirmation de soi permettent de plus à l'individu de s'engager dans ses objectifs. C'est bien beau avoir des objectifs, mais quelle valeur possède cette quête d'objectif aux yeux de l'affirmation de soi? Nietzsche, un autre philosophe célèbre, il parle beaucoup de l'affirmation de soi face à soi-même. Son analogie, qui s'appelle la métamorphose de l'esprit, elle stipule que l'humain est d'abord un chameau qui veut impressionner les autres en parcourant le désert sous 1001 fardeaux pesants. Ensuite, le chameau se transforme en lion, fougueux, redoutable, qui ne se laisse pas faire, avec sa crinière majestueuse et son rugissement puissant. Finalement, après quelques temps, le lion, confronté à la réalité, aux normes, aux règles, aux valeurs et à ses obligations, se métamorphose en enfant. L'enfant, comme on le connaît, est sensible, ouvert d'esprit, créatif, naïf et crédule. L'enfant est rempli d'aspirations, il est poussé par ses pulsions, il y a une panoplie d'objectifs devant lui. Nietzsche dit que nos aspirations, nos objectifs à court, moyen et long terme facilitent l'affirmation de soi. Ça donne un focus, un élan, une vocation, puis ça raffermit. Bref, pour s'affirmer, la clé n'est pas de tenter d'impressionner les autres en s'oubliant, en se négligeant. La clé n'est pas non plus de vouloir provoquer ou effrayer avec sa prestance. Non, la clé, c'est vraiment d'accepter nos pulsions comme elles viennent, de croire en soi, de faire confiance aux autres, de garder l'esprit libre de doute et de foncer comme un enfant. Avec nos pulsions, on prend une panoplie de décisions. La question que je me pose, c'est est-ce que le goût est neutre? Est-ce que le goût est libre d'influence? Je vous disais que ce que vous aimez, vos vêtements, votre musique et même vos activités physiques ne dépendaient pas de vous, mais de votre contexte social. On s'en dit un peu, pourquoi la mode existe-t-elle? Si nous étions tous des individus qui étaient neutres, la mode serait caduque puisque notre style dépendrait seulement de nous-mêmes. Et pourtant, aujourd'hui, des algorithmes peuvent décider à quel pourcentage des films ou des séries nous correspondent ou bien nous proposer de la musique faite pour nous. Ces calculs sont un symptôme du goût, un goût qui n'est pas neutre, mais conditionné par notre position sociale, soit vos connaissances et votre situation financière. En conjuguant situation économique et culture, on arrive à certaines tendances. Par exemple, la plupart d'entre vous aiment probablement l'art. Cet intérêt est disproportionné par rapport à la population québécoise. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de socialisation que vous avez eu les outils pour vous intéresser à l'art, mais pas la majorité de la population québécoise. C'est pourquoi en marketing, via la pub, on peut baser notre ciblage selon des intérêts adjacents. Les plus riches et éduqués risquent d'aller plus souvent au théâtre. Les plus pauvres et moins éduqués auront plus tendance à fumer. L'art du stéréotype est donc une science empirique. C'est la base du persona qu'on utilise quotidiennement. Oui, d'ailleurs, il faut prendre en compte que la notion d'identité joue un rôle important dans l'affirmation de soi de l'individu. L'étude de l'identité est entre autres bâtie autour de deux éléments principaux. On a la construction de la personnalité et les liens sociaux. Colette Chilan, professeure et psychiatre parisienne qui a eu un impact majeur dans le monde de l'identité et notamment de l'identité sexuelle, a fait une étude longitudinale auprès d'un groupe d'enfants dans le but d'évaluer le développement de leur identité à travers les années. Elle a observé que les enfants restaient remarquablement semblables à eux-mêmes, mais tout en changeant au courant des années. La psychiatre a associé le fait de rester soi-même à la permanence des processus mentaux dans lesquels l'individu se reconnaît. Toutefois, elle mentionne que ce sont ces mêmes processus mentaux qui caractérisent également l'individu sur le plan familial et social. Donc, on peut inférer qu'il faut
considérer deux versants concernant l'identité de l'individu. Il faut considérer l'intimité, qui représente le soi-même que l'on perçoit de nos propres yeux, ce qui nous permet de se reconnaître et ce que l'on constate de soi-même. Le second versant à considérer est le versant social. C'est tout simplement l'identité que l'on projette aux autres. L'identité est donc construite en deux temps par la combinaison d'une raison d'être avec une raison sociale, venant donc rejoindre la personnalité avec les liens sociaux et familiaux. L'affirmation de soi ne proviendrait donc pas seulement d'un processus personnel, mais cette dernière est de la contribution de son environnement et les expériences qu'elles apportent à l'individu. Est-ce qu'on s'affirme pour soi-même ou pour les autres? Surtout pour les autres. L'affirmation de soi issue de la socialisation est, selon le sociologue Pierre Bourdieu, utilisée afin de se distinguer des autres avant d'être utilisée afin de s'affirmer soi-même. On vient même dire que nos goûts sont essentiellement le dégoût du goût des autres. Posez-vous la question, comment vous habillez-vous en pandémie, la caméra éteinte pendant vos cours Zoom? Quelles activités faites-vous lorsque vous êtes seul sans avoir à les publier sur les réseaux sociaux? Ce sont ces activités qui nous amènent ni plus-value corporelle, ni de plus-value issue de votre lifestyle Instagram qui vous définissent en tant qu'individu. La peur d'être jugé, c'est d'admettre la théorie de Bourdieu. Parce que de juger, c'est une manière de se distinguer. On le fait tous, qu'on le vocalise ou pas, et c'est en se comparant qu'on se donne une valeur. C'est pas pour rien qu'il y a tant d'insécurité dans les réseaux sociaux. C'est un symptôme de cette distinction qui nous amène à nous comparer. Surtout qu'on a toujours des centaines de personnes qui analysent notre quotidien. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Bourdieu dit « Nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de devenir libres. Pour s'affirmer réellement, on doit connaître notre position et analyser nos goûts afin de les comprendre. Moi, j'aime le vin. Est-ce que ce goût que j'ai développé, je l'ai fait pour moi? En quelque sorte, mais quand je sors des belles bouteilles, c'est aussi pour flasher. C'est pour forger la personne que je suis et être dans le moule des personnes avec qui je veux être. Pour s'avouer qu'on n'est pas tous uniques et que nos goûts sont déterminés par notre parcours, pas seulement par nous-mêmes. Mais pour éviter que tout ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? L'affirmation de soi, qu'elle soit saine ou non, elle est omniprésente dans n'importe quelle relation humaine. La pratique de nos habiletés d'affirmation va permettre qu'on va être plus satisfait au final du résultat de la discussion. C'est aussi fortement suggéré de se pratiquer en premier dans des situations suscitant peu d'anxiété ou de stress, pour ensuite aller explorer des situations plus délicates qui demandent plus d'habileté. Le premier outil, et sûrement le plus essentiel, c'est se concentrer sur ce qu'on ressent et éviter n'importe quel jugement qu'on pourrait avoir sur l'autre. Si je parle de ce que je ressens, personne ne peut débattre. Tout l'effort consiste à décrire la situation avec des phrases qui commencent par « je » plutôt que des phrases qui commencent par « tu ». En parlant de moi et seulement de moi, on arrive à éviter de critiquer notre interlocuteur, on ne l'attaque pas, on reste dans nos émotions, nos sentiments et ça permet de paraître plus authentique et vulnérable. S'affirmer, ça ne signifie pas être inattentif à l'autre, mais plutôt de prendre sa place tout en laissant l'autre prendre la sienne. Donc, pour laisser notre interlocuteur prendre sa place avec plus de facilité, c'est important de remplacer les critiques par des observations objectives. C'est sûr que dire à l'autre personne en pleine face « Ah, t'es incompétent » ou « Le travail que t'as fait est vraiment pas bon », ça risque de mettre la personne un peu sur la défensive et ça vous donne un ton agressif. Il vaudrait mieux dire quelque chose comme « Dans le travail, il y a 2 ou 3 idées qui manquent » ou « Si tu me permets, à cet endroit-là, je rajouterais, etc. » Le conseil suivant que je peux vous donner est similaire à celui que je viens de mentionner. Alors, en plus de faire des observations objectives, il faut aussi s'assurer de remplacer les critiques par des suggestions positives. Donc, à la place de dire « Ah, tu fais exprès de manger des desserts devant moi, tu ne m'aides pas à adopter des nouvelles habitudes », il vaudrait mieux adopter un message comme « Ah, j'aimerais ça que tu me supportes dans mon objectif santé, pourrais-tu m'aider, etc. » C'est beaucoup plus efficace d'orienter la conversation vers la recherche de solutions plutôt que vers le blâme. Finalement, le dernier outil qui peut vous aider dans plus de situations que vous le pensez, c'est comment dire non. Au premier coup d'œil, ça peut sembler anodin, mais c'est important de savoir comment dire non de la bonne façon.
Alors, quand on dit non, en premier lieu, il faut valider la situation de l'autre. Je comprends que tu sois mal pris, j'aimerais ça t'aider, etc. Il faut ensuite expliquer les raisons de notre refus calmement et poliment. Donc, malheureusement, je ne suis pas disponible parce que blablabla. Souvent, la discussion s'arrête là et la personne comprend. Mais dans certains cas où l'autre personne insiste et ne comprend pas nécessairement pourquoi vous n'êtes pas disponible pour l'aider, il faut être insistant et de plus en plus ferme, mais sans être agressif. Un peu dans les lignes de « j'aimerais vraiment ça t'aider, mais c'est impossible, j'aimerais que tu arrêtes d'insister ». En bref, pour avoir une bonne communication saine, il faut écouter, poser des questions, reformuler vos propos. Il faut être empathique, de se mettre dans la peau des autres, déterminer ce que vous voulez dire et de l'exprimer clairement, de commencer par l'essentiel de votre propos. Et rappelez-vous que c'est bien de s'affirmer, mais le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de trouver un terrain d'entente et faire des compromis.